Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce podcast. Ah oui, bonjour. Ouais, on plonge aujourd'hui dans l'univers des soins essentiels, préparation des semis et solutions bio. Tout un programme. Préparation des semis, la fertilisation, les soins aux fraises, les bonsaïs. Et puis on va parler aussi de lutte biologique avec les insectes auxiliaires. Passionnant. Oui, alors accrochez-vous, on a beaucoup de choses à dire. Oui, on va essayer de démêler tout ça, de vous donner les conseils les plus utiles et puis voilà quoi, vous donner envie de vous lancer aussi. C'est ça, c'est l'objectif, vous donner toutes les clés pour réussir votre jardin. Exactement. Alors on commence tout de suite avec la préparation des semis. Ah ben oui, c'est la base. La base. C'est le début de tout. Et c'est vraiment fondamental pour le succès de votre jardin. Ah c'est clair, si on rate le départ, après on court, après tout le temps. C'est ça. C'est comme pour un marathon. Si vous partez en sprint au début, après vous êtes qui? Exactement, c'est une excellente comparaison. Et puis, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les toutes premières étapes, donc le moment qu'on choisit pour semer, la manière dont on sème, ça a une influence énorme sur toute la vie de la plante. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le point de départ qui va déterminer la suite. C'est comme de donner un excellent départ à un jeune athlète. Il faut bien le nourrir, bien l'entraîner, et après, il a toutes les chances de réussir. Et donc, le choix du bon moment pour commencer les semis, c'est crucial. Ah oui. Bon, on va prendre un exemple, si on veut cultiver des concombres à l'intérieur. Oh oui. On peut commencer les semis dès maintenant. Oui, tout à fait. En des petits pots remplis de terreau de qualité. Voilà, un bon terreau, c'est important. Mais si on veut les planter en pleine terre. Ah, là, faut attendre un peu. On attend la fin du printemps ou le début de l'été. Oui, c'est plus prudent. Et il y a une astuce intéressante. Il faut faire tremper les graines pendant une douzaine d'heures avant de les semer en extérieur. Ah oui, c'est une très bonne pratique. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, le trempage, ça permet de réhydrater l'enveloppe de la graine. Et en fait, ça va amorcer le processus de germination. Ça réactive les enzymes qui sont un petit peu dormantes à l'intérieur de la graine. C'est un peu comme un signal de départ. Voilà, exactement, c'est le starter. D'accord. Et pour l'espacement, c'est important parce que ça laisse la place à chaque plante de se développer tranquillement, sans être en compétition avec ses voisins pour la lumière et les nutriments. Oui, chacun son espace vital. Voilà, c'est ça. Bon, parlons maintenant de la température. Oh, oui, la température, c'est très important. Parce que souvent, on l'oublie. Oui, on a tendance à négliger ça. Alors, une température adéquate, c'est essentiel pour une bonne germination. Absolument. Souvent au moins 12 degrés Celsius. Oui, c'est une bonne moyenne. Donc, il faut un endroit chaud et lumineux. Exactement. Le rebord d'une fenêtre ensoleillée ou une serre chauffée. Parfait. Et attention au semis direct en pleine terre quand il fait encore froid. Oui, surtout pas. Pourquoi c'est si important? Alors déjà, un seul froid, ça va ralentir le processus de germination, ça peut même l'empêcher complètement. Et puis des températures trop basses, ça rend les jeunes plantules très vulnérables aux maladies. Aux champignons notamment. Ouais. Vous savez, ces fameuses maladies cryptogamiques qui peuvent vraiment faire des ravages. Oui, on les connaît. Donc voilà, il faut vraiment éviter de semer en terre froide. Alors comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de serre chauffée, par exemple? Il y a des petites astuces. Vous pouvez utiliser une source de chaleur douce, par exemple un tapis chauffant. Ah oui. Qu'on place sous les godets. Ça peut faire une vraie différence, surtout pour le semis qu'on démarre tôt dans la saison. Oui, parce qu'on est souvent impatient de commencer. Oui, on a envie de voir nos petites plantes pousser. Moi, j'ai déjà eu des semis qui ont mis très longtemps à lever, et je pense que c'était à cause de la température du sol. Ah oui, c'est souvent ça le problème. On est un peu trop pressé. Faut être patient avec la nature. Voilà. Elle a son propre rythme. Exactement. Bon, on passe maintenant à la fertilisation. Ah oui, l'alimentation de nos plantes. C'est ça, on va leur donner à manger. Ou bien les nourrir. Alors, un sol bien nourri, c'est la clé de culture saine et abondante. Tout à fait. C'est comme pour nous, si on mange bien, on est en meilleure santé. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les besoins des plantes évoluent au fur et à mesure de leur croissance. Oui, c'est vrai. Un jeune plant, il n'a pas besoin de la même chose qu'une plante qui est en pleine floraison ou qui produit des fruits. Oui, c'est comme nous. On adopte notre alimentation en fonction de notre âge et de notre activité. Exactement, c'est un régime adapté à chaque étape de la vie. Alors, au printemps, vous conseillez d'incorporer au sol des matières organiques riches en nutriments. Oui, c'est la base. Du fumier bien décomposé ou du compost de jardin. Parfait. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important, la matière organique?
Alors, la matière organique, c'est vraiment le pilier d'un sol sain. D'accord. Déjà, ça améliore la structure du sol, ça le rend plus aéré, plus capable de retenir l'eau et les éléments nutritifs. Et puis, en se décomposant, la matière organique libère des nutriments essentiels pour les plantes. Donc c'est un peu comme un engrais à libération lente. Voilà, exactement, mais en version naturelle. En plus. Et bénéfique pour la vie du sol. Ça c'est tout bénef. Ça favorise la vie microbienne, tout ce petit monde qui vit sous terre et qui est essentiel pour la santé des plantes. Bon alors pour les choux de printemps, Oui, mais chaud. on recommande un apport d'engrais azoté. Oui, Le sang séché ou le nitrate de calcium par exemple, tout à fait. pour favoriser la croissance du feuillage. Oui, l'azote, c'est le carburant de la croissance. C'est un composant essentiel de la chlorophylle, cette molécule qui donne la couleur verte aux plantes et qui leur permet de capter l'énergie du soleil. Donc l'azote, c'est un peu le moteur de la croissance des plantes. Exactement. Et on en apporte au printemps pour que les feuilles se développent bien. Oui, c'est important de stimuler la production de feuilles au début. Mais attention à ne pas trop en abuser non plus. Ah, pourquoi? Parce qu'un excès d'azote, ça peut favoriser le feuillage au détriment des fleurs et des fruits. Ah oui. On veut pas que nos plantes deviennent des géantes vertes sans fleurs ni fruits. C'est ça, il faut trouver le bon équilibre. Bon, et pour les tomates, Oui, les tomates. vous suggérez une fertilisation riche en potassium dès l'apparition des premières fleurs. Ah oui, le potassium, c'est très important pour les tomates. Pourquoi? Alors, le potassium, il joue un rôle crucial dans la production de fruits. Il favorise la formation des fleurs et des fruits. D'accord. Il améliore leur qualité, leur goût, leur couleur. Il renforce la résistance des plantes aux maladies et au stress hydrique. C'était au manque d'eau. Voilà, exactement. Donc le potassium, c'est un peu le garant d'une récolte abondante et savoureuse. Tout à fait, c'est l'ingrédient magique pour des tomates magnifiques. Et n'oublions pas les engrais verts. Ah oui, les engrais verts. C'est une méthode naturelle pour enrichir le sol. C'est ça, on utilise des plantes pour nourrir le sol. C'est une approche très écologique. Alors comment ça marche concrètement? On sème des plantes spécifiques qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans leurs racines. Et quand on les coupe, on les incorpore au sol et ça enrichit le sol en azote. C'est la substitution. Oui, c'est comme si on avait un engrais naturel. En plus? En plus, les engrais verts, ils améliorent la structure du sol, ils protègent le sol de l'érosion pendant l'hiver et ils peuvent même aider à lutter contre les mauvaises herbes. Ah oui, c'est vraiment un outil multifonction. Voilà, c'est un investissement à long terme pour la fertilité du jardin. Donc si je résume, pour avoir des semis en pleine forme et des récoltes généreuses, il faut préparer le sol avec soin et apporter les bons nutriments aux plantes. Exactement, c'est la base d'un jardinage réussi. Bon, on passe maintenant aux soins à apporter aux fraises. Ah, les fraises, un des fruits préférés des jardiniers. Qui n'aiment pas les premières fraises de la saison? C'est un vrai bonheur de les déguster fraîchement cueillies. Les premières fraises devraient être disponibles dès maintenant. Ah oui, c'est la saison qui commence. Et il faut planter les stolons à racines nues dès qu'on les reçoit. Oui, faut pas tarder. Pourquoi c'est si urgent? Parce que plus tôt on les plante, plus tôt elles auront le temps de développer un bon système racinaire avant les grosses chaleurs de l'été. Et un bon enracinement, c'est essentiel pour que les fraisiers puissent bien s'alimenter et s'hydrater. Donc on les plante dans un sol bien préparé. Exactement. Un sol riche en matière organique. Voilà. Et pour les fraisiers, en pot. Vous conseillez d'augmenter progressivement l'arrosage au fur et à mesure qu'ils développent de nouvelles feuilles. Oui, c'est important d'adapter l'arrosage dans la croissance de la plante. C'est ça au début, quand il y a peu de feuilles, les besoins sont limités. Oui, on arrose avec parcimonie. Mais au fur et à mesure que la plante grandit et que le feuillage se développe, il faut augmenter la quantité d'eau. Il faut observer ces plants et ajuster l'arrosage. Exactement. On arrose quand le substrat est légèrement sec en surface. D'accord, bon, parlons maintenant des framboisiers. Ah, les framboisiers, un autre délice du jardin. Alors, à la fin de l'hiver, on recommande de tailler les cannes à environ 15 cm au-dessus du fil supérieur. Oui, c'est une taille importante pour la santé et la productivité des framboisiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on taille? Alors, la taille, ça permet d'éliminer le bois mort ou faible qui ne produira pas de fruits. Ça favorise une meilleure circulation de l'air et de la lumière à l'intérieur de la plante. D'accord. Ce qui réduit le risque de maladie. Et puis, ça permet de concentrer l'énergie de la plante sur les tiges les plus productives. Donc on taille pour avoir des framboises plus grosses et plus savoureuses. Exactement, c'est ça. Une fois que les rangs de framboisiers sont bien établis, vous recommandez de sélectionner les cannes les plus vigoureuses et de les espacer d'environ 10 cm. Voilà, c'est important de laisser de l'espace entre les cannes. Pourquoi? Pour que chacune d'entre elles reçoive suffisamment de lumière et de nutriments.
Si elles sont trop serrées, elles vont se faire concurrence et la production de fruits sera moins bonne. Donc, on choisit les meilleurs et on leur donne de l'espace. Voilà, c'est ça. Et vous mentionnez que les framboisiers ont tendance à produire des drageons. Oui. Ce sont des nouvelles tiges qui émergent du sol à partir des racines. Et on peut utiliser ces drageons pour créer de nouveaux plants. Ah, c'est intéressant ça. Oui, c'est une méthode de multiplication naturelle. Donc on peut agrandir sa plantation gratuitement. Bon, on passe maintenant au bonsaï. Ah, le bonsaï, l'art de miniaturiser les arbres. C'est un sujet vaste et complexe. Mais elles insistent sur l'importance de choisir des plantes adaptées à la culture en pot Oui, c'est essentiel. et de leur fournir un substrat et un arrosage adéquat. Exactement. Le bonsaï, c'est avant tout une question de soins adaptés à la vie en pot. Il faut choisir un substrat qui draine bien, mais qui retienne aussi l'humidité. D'accord. Et il faut arroser régulièrement en fonction des besoins de la plante. Donc on applique les mêmes principes que pour les autres plantes en conteneur. Oui, c'est ça. Bon, on termine avec la lutte biologique. Ah oui, un sujet passionnant. C'est ça, on va parler des insectes auxiliaires. Ces petits alliés qui nous aident à protéger nos plantes. C'est une approche naturelle et respectueuse de l'environnement. Tout à fait. On utilise la nature pour lutter contre les ravageurs. Vous citez notamment les coccinelles et les guêpes parasitoïdes. Ah oui, 2 championnes de la lutte biologique. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont si efficaces? Alors les coccinelles, ce sont de grandes consommatrices de pucerons. Les larves, comme les adultes, se nourrissent de pucerons. D'accord. Et une seule coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons au cours de sa vie. Oui, c'est impressionnant. Et les guêpes parasitoïdes, elles pondent leurs œufs dans les larves de mouches blanches, ce qui provoque la mort du ravageur. Ah oui, c'est une arme redoutable. C'est une méthode de lutte très ciblée et très efficace. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer ces insectes auxiliaires dans notre jardin? Alors il faut leur offrir un habitat accueillant et une source de nourriture. D'accord. On peut planter des fleurs qui produisent du nectar et du pollen. Ça va nourrir les adultes et les encourager à rester dans le jardin. Oui, c'est comme leur offrir un buffet à volonté. Exactement. Et pour lutter contre la mineuse du poireau. Oui, la mineuse du poireau, un ennemi redoutable des poireaux. Vous recommandez la protection des plantes avec un filet anti-insectes. Oui, c'est une méthode préventive très efficace. Le filet empêche les mouches de pondre leurs œufs sur les feuilles. Donc on bloque le cycle de reproduction du ravageur. Exactement. C'est une barrière physique simple mais efficace. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis.